Bonsoir à tous et bienvenue. Liberté provisoire pour Seydina Fall Bougazeli. L'ancien député avait été arrêté pour une affaire de faux billets de banque. Mort subite plutôt d'un enseignant dans la commune de Mbam à Fatick. Des prélèvements effectués sur le corps et envoyés à l'Institut Pasteur de Touba où plusieurs individus ont été interpellés, au moins 5 à Tambacounda. Ils manifestaient tous pour la levée du couvre-feu et de l'état d'urgence. Des dégâts matériels importants enregistrés par endroits. Les autorités appellent à la retenue des protestations qui s'expliquent par l'impact économique et social des restrictions, selon le sociologue Ali Khoudiadjou. Saisine de la Cour suprême par des leaders de l'opposition et des mouvements citoyens. Il s'agit donc de 2 recours pour l'annulation des décrets présidentiels qui instituent un honorariat pour les anciens présidents du Conseil économique, social et environnemental. Sur l'agression des Mamelles, le maire Barthélémy Diaz, convoqué au commissariat du Point E ce matin, annonce déjà une plainte contre tous ceux qui sont impliqués dans ce dossier. Info Écho complète ce journal mis en onde par Hassan Dione. Seydina Fall Bougazeli en liberté provisoire. L'ancien député de l'APR est sorti de prison. Il avait été arrêté dans le cadre d'une affaire de faux billets de banque. Il était à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss depuis le 20 novembre 2019. En enseignant pique une crise et meurt à domicile dans la commune de Mbam. Son corps acheminé au centre de santé de Foundiougne et des prélèvements effectués et envoyés au laboratoire mobile de l'Institut Pasteur de Touba. Un autre cas suspect est également signalé dans la commune de Diofior. Il s'agit encore d'un enseignant, nous dit Ngorsar. Il s'agit d'un enseignant né le 11 février 1979 à Diouroup, une commune du département de Fatick. Il a rendu l'âme hier chez lui dans la commune d'Ombam où il était en service aux environs de 19h, contrairement aux informations véhiculées. Cet enseignant de 41 ans a piqué d'abord une crise et bonjour la mort. Sa dépouille est acheminée au centre de santé de Foundiougne et des prélèvements sont effectués et envoyés à Touba au laboratoire de l'Institut Pasteur. Il a quitté son village natal le 26 mai dernier à bord d'un véhicule particulier jusqu'à Fatick avant de prendre un autre véhicule jusqu'à Ndahonga pour regagner la commune d'Ombam. Cet enseignant s'est entraîné le samedi et le dimanche avec ses amis au terrain et ne souffrait d'aucune maladie jusqu'à hier vers 17h. Mais antérieurement, il avait un problème cardiaque selon une source concordante. Il a servi d'abord à Keromar dans la commune de Djilor-Dionik avant son affectation à Mbam. Un autre cas suspect nous est signalé du côté de la commune de Diofior dans le département de Fatick. Il s'agit aussi d'un enseignant de retour de Dakar et des prélèvements sont également effectués sur lui. Ngorsar, Fatick, Sud FM. Signalons que l'ex-ministre sous Maître Wade Oumar Sarr est également testé positif au coronavirus. Le maire de Dagana est pris en charge à l'hôpital de Fann. Rappelons que le maire de Guédiawaye, frère du président Macky Sall, est également atteint et pris en charge à Dalal Jamm. 96 cas positifs enregistrés ce jour, dont 16 issus de la transmission communautaire, les 13 à Dakar et 3 à Touba. 17 cas graves en réanimation, 109 guéris. Le Sénégal approche la barre des 4000 cas. Voici les précisions de la directrice générale de la santé, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye. Ce mercredi 3 juin 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1549 tests réalisés, 96 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,19%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 80 contacts suivis par nos services, 16 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 3, Touba 3, Liberté 1, Mbao 1, Rufisque 1, Kermassar 1, Parcelles Assainies 1, Yeumbeul 1, Ouest Foire 1, Sacré-Cœur 3, 1, Yoff 1 et Amitié 2, 1. 109 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 3 932 cas ont été déclarés positifs, dont 2063 guéris, 45 décédés et donc 1823 sous traitement.
Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein des communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Une centaine d'individus arrêtés entre Touba et Mbacké. Plusieurs dégâts matériels enregistrés à Touba également et Mbacké après les violentes manifestations pour la levée du couvre-feu et de l'état d'urgence. La police poursuit les recherches. Le point avec Toutissei. La police de Mbacké a procédé à plusieurs arrestations hier nuit lors des manifestations. Après une mise au point, certains ont été libérés et d'autres gardés dans les locaux du commissariat. Il s'agit de 38 personnes dont leur sort sera déterminé incessamment. À Touba, les autorités policières estiment qu'une soixantaine de personnes sont actuellement entre leurs mains et elles ne comptent pas s'arrêter là car tous les moyens mis à leur disposition comme les vidéos seront mis à profit pour identifier d'autres manifestants. Et pour parer à toute éventualité, la police a mis en place un dispositif au niveau des zones stratégiques. Ce mercredi, le spectacle est désolant. Les débris sont toujours visibles sur toutes les routes malgré le passage des agents de nettoiement. Ces manifestations ont eu lieu en cette période où le nombre de cas de Covid-19 augmente. Ce jour, Touba a enregistré 3 cas communautaires et 2 cas contacts. Toutissei Mbacké, Sud FM. Toutissei, à Tambacounda, au moins 5 individus ont été arrêtés à la suite de 2 nuits d'affilée de protestations contre l'état d'urgence et le couvre-feu. Le gouverneur de la région appelle à la retenue. Boubacar Tamba. Au moins 5 jeunes manifestants pour la levée du couvre-feu qui avaient justement mis le feu dans certaines artères de la capitale orientale sont interpellés. Et le gouverneur Omar Mamadou Baldé laissera entendre que force restera à la loi. Ces efforts que l'État a fait pour faire des routes qui aujourd'hui relèvent le niveau de Tambacounda, aucun Tambacoundois ne doit avoir du plaisir à détruire ces investissements. Les rues n'appartiennent pas au gouverneur qui partira un jour. Elles n'appartiennent pas au préfet, au Comzone ou aux médecins qui partiront un jour. Vous n'avez aucun intérêt et personne n'a intérêt à détruire son propre bien, surtout dans ces contextes. Donc encore une fois, le gouverneur appelle ces jeunes à se reprendre. Nos portes sont ouvertes s'il y a des préoccupations et nous sommes prêts à porter les plaidoyers. Mais l'anarchie ne peut pas continuer et ça, je vous le dis de manière très claire. On va procéder à la remise. Malgré 15 jours d'accalmie, la croisade contre la Covid-19 continue. Maître Sidiki Kaba et son association Adessor ainsi que la cellule régionale du Congad ont remis ce matin au comité régional de gestion de l'épidémie d'importants lots de produits d'hygiène et de matériel de protection. Boubacar Tamba Tambacounda, Sud Afrique. Boubacar Tamba, des manifestations contre le couvre-feu dans certaines localités hier, une réaction normale. Le couvre-feu commence à peser sur les activités socio-économiques et sur la conscience même des Sénégalais. Des Sénégalais donc très fatigués qui ont exprimé hier leur colère. L'État doit décrypter le message. Le sociologue Ali Khoudia Diaw explique, on l'écoute avec El Hadj Malick Ndiaye. Oui, sur le plan strictement humain, c'est des réactions que nous comprenons et qui sont très normales, j'allais dire. Alors, sur le plan humain, évidemment, le couvre-feu commence à peser sur le mental des populations. Le couvre-feu commence à peser sur les activités socio-économiques qui sont des activités extrêmement importantes dans la vie d'une nation. Sur le plan strictement humain, les jeunes ont envie d'aller travailler parce que le travail est source de bonheur et de positivité. Mais sur le plan strictement humain aussi, il ne faut pas arrêter l'activité économique. Alors, le couvre-feu qui dure à peu près 2 à 3 mois commence à peser sur la conscience des citoyens, sur la conscience des travailleurs, sur la conscience du peuple sénégalais. Ce qui fait que cette rébellion-là qu'on a notée de part et d'autre sur l'étendue du territoire national est une réaction normale que tout le monde devrait comprendre. N'est-ce pas? Les gens sont fatigués, les gens sont excédés, les gens sont ressentent comme une épée de Damoclès qui pèse sur leur épaule. Ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. L'activité économique semble être au ralenti et les ressources ne sont pas là. Donc il est normal, n'est-ce pas, que des gens réagissent. Maintenant, il faut comprendre, n'est-ce pas, le sens de cette réaction et il faut comprendre le message que ces jeunes-là ont envie de lancer au président de la République. Est-ce que la manifestation est la seule solution pour dire non?
la manifestation n'est pas la seule solution pour dire non. Mais vous savez, comme vous et moi, que la jeunesse est souvent synonyme de spontanéité. La jeunesse est synonyme de rébellion. La jeunesse est synonyme de ce que nous comprenons tous. Nous avons tous été jeunes avant d'être adultes, n'est-ce pas? Ce qui fait que pour un jeune, la première réaction, qui paraît normale à ses yeux, c'est de se rebeller contre un ordre qui est établi et qui n'entre pas dans ces schémas. Maintenant, il faut simplement savoir raison garder, savoir parler à ces jeunes. La levée de l'interdiction du transport interurbain va propager davantage la maladie. C'est le sentiment du vice-président de l'ASCOSEN. Mohamed Cissé dénonce les violences notées par endroits et suggère au ministère en charge de la distribution de l'aide alimentaire de remettre aux transporteurs leur kit alimentaire et dans les plus brefs délais. Mohamed Cissé joint par Habsa Elimanban. Pour la levée d'interdiction du transport interurbain, nous nous opposons parce que il y a des villes ou des villages qui n'ont pas encore des cas. C'est-à-dire que le virus n'a pas infecté ces populations-là. Il y a des villes ou des grandes villes qui ont été infectées. Maintenant, transporter une personne d'un point A vers un point B permet de véhiculer le virus à travers le pays. Et notre système sanitaire ne peut pas supporter un embrasement généralisé du virus à travers les populations. Ce qu'il faut, cependant, malgré l'encadrement qu'il prône avec les mesures barrières, port de casque, lavage, il est très difficile de pouvoir encadrer les usagers du transport durant un trajet de A vers B. J'entends par là les Yegel à Waché. Cependant, c'est un secteur très éclaté. Je parle du transport interurbain. Ce qui veut dire que l'administration et surtout le ministre en charge de l'aide alimentaire doit faire le focus sur les gares routières. Le plus rapidement possible, ces transporteurs doivent recevoir leur kit au complet le plus rapidement possible afin de pouvoir souffler. S'ils arrivent à souffler pendant un mois, je crois qu'on va combattre ce virus et on n'en parlera plus. C'est un secteur difficile et il est possible d'orienter l'aide alimentaire vers les gares routières qui ont été ciblées et font partie des personnes vulnérables. Donc, attendre 3 mois, ce n'est pas raisonnable. Maintenant, nous pensons qu'il est plutôt raisonnable de faire le focus sur l'aide alimentaire en direction de ces gens-là et ne pas céder à la pression pour que l'interrégional soit encore fonctionnel au moment où la pandémie est là et les contacts et les morts augmentent. L'association islamique pour servir le soufisme exige également la levée de l'état d'urgence pour permettre aux Sénégalais de reprendre leurs activités socio-économiques. Tchedo Mourid Sadir, un des membres de l'association, joint par les Mariam Diaye. Vous savez, cette maladie qui est d'un virus qui mute et qui a du mal quand même à exprimer toute sa dangerosité au niveau de l'Afrique, ce qui est un bienfait divin, parce qu'elle a quand même fait des ravages en Europe, en Amérique, etc. Donc, mais par rapport à la mutation du virus, on a eu beaucoup de chance. Donc, il est temps que le chef de l'État revoie les mesures qu'il a prises par rapport à ce virus, en l'adaptant en fait aux réalités de notre pays. Parce que le Sénégal est un pays qui n'assiste pas socialement son peuple. Les gens sont presque livrés à eux-mêmes. Donc quand vous laissez les gens dans cette situation-là et qu'ils ne puissent plus se déplacer, effectuer leurs activités normalement, surtout que l'ensemble ou la majeure partie de ces gens sont dans le secteur informel, vous les mettez dans une situation plus dangereuse que celle du Covid-19. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens sont confrontés à des problèmes de santé autres que le Covid. Ils sont confrontés à d'autres problèmes liés au fait qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Donc, et il y a la phobie maintenant d'aller dans les hôpitaux. Ce qui s'est passé à Touba hier est un fait inédit, totalement inédit, qui n'a jamais eu lieu dans cette ville sainte où les gens ont l'habitude vraiment de pouvoir quand même encaisser beaucoup de choses. Donc, si ça a commencé à Touba, c'est que c'est vraiment excessif.
Et il faudrait vraiment que le chef de l'État puisse revoir avec ses techniciens de la santé et son ministre de l'Intérieur les mesures à prendre et les mesures d'accompagnement qui vont permettre aux gens de pouvoir reprendre leurs activités. De violentes manifestations donc pour réclamer la fin du couvre-feu. Aucune violence ne doit être cautionnée ni tolérée. Les Sénégalais exhortent l'État tout de même à évaluer le dispositif Adji Fatou Bari. Des jeunes qui manifestaient nuitamment pour réclamer la levée de l'état d'urgence, brûlant pneus, troncs d'arbres et même biens publics. Les images filmées dans plusieurs localités du pays ont fait le tour des télévisions et de la toile entre hier soir et ce matin. Des actes injustifiés selon ces citoyens. Je suis contre avec les manifestations parce que ce qu'ils ont fait là, c'est pas bon pour notre pays. Moi, je suis toujours contre la violence. À l'origine de cette vague de colère qui a envahi majoritairement des jeunes du pays, couvre-feu et restrictions imposées notamment sur le transport afin de lutter efficacement contre la propagation du coronavirus. Après plus de 2 mois de pratique, certains disent stop, semblant même appuyer les manifestants d'hier nuit. Quand tu veux qu'on apprenne à vivre avec le virus, donc il faut nous donner ces opportunités-là. Nous, au Sénégal, ce qu'on connaît, c'est tout juste pour donner la dépense quotidienne, tu sors, tu règles ça, et puis tu reviens à la maison. Voilà, système Gorgorlu. Donc là, tu ne peux pas nous dire, apprenez à vivre avec le virus. Après là, tu nous dis qu'à 20h ou bien 22h, vous allez devoir aller vous coucher. C'est pas normal, ça. Mais à côté, d'autres prennent le contre-pied et souhaitent le renforcement des mesures restrictives. J'aimerais qu'on augmente ça. Parce qu'avant, il y avait beaucoup d'agressions, il y avait beaucoup d'accidents. Donc ça nous arrange quelque part. Ce monsieur, lui, joue le modérateur et apporte sa contribution. La révision générale, le système, c'est mondial. Face au dilemme de la levée ou non de l'état d'urgence, les autorités sont appelées à trancher à l'heure où le coronavirus progresse rapidement, mais sûrement dans le pays. À ce stade, il faut donc apprendre à vivre avec le virus par le respect des gestes barrières. Chacun est maintenant responsable, a dit Dr Oumar Kounaté, directeur de la clinique Keur Marie, avec Aïssatou Gueye Ba. C'est vrai, on doit insister sur les mesures barrières. Donc, il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus. À la limite, on va développer une bonne immunité par rapport à ce virus-là. Et ce sera comme les autres maladies, comme la grippe, comme donc les autres maladies. Et quand on va poser le diagnostic, comme la grippe, on va mettre un traitement. Quand est-ce qu'il va disparaître? Dans 1 mois, dans 3 mois, dans 1 an, dans 10 ans? Personne ne peut vous dire. Essentiellement, au Sénégal, en Afrique, ce ne sont pas les mêmes réalités qu'en Europe. À la limite, je peux dire qu'on est favorisé par rapport aux Européens à cause de notre climat. On a un climat assez clément, avec le soleil, avec la chaleur, donc qui tue facilement les virus. Et en deuxième position, on a une population jeune. Notre population a plus de 70%, les gens ont moins de 30 ans. En Europe, près de 70%, c'est une population qui est vieille. Donc, c'est cette vieille population-là qui est exposée. C'est ça qui nous met en pôle position donc par rapport donc aux autres nations. Sud FM. Les leaders de partis d'opposition et de mouvements citoyens regroupés au sein de la coalition dénommée Congrès pour la Renaissance démocratique CRD ont saisi la Cour suprême pour 2 recours en annulation et de 2 autres requêtes en référé contre les décrets présidentiels qui instituent un honorariat pour les anciens présidents du Conseil économique, social et environnemental. Mamadou Lamine Diallo, porte-parole du jour avec Ismaël Marcel Koudi. Il s'agit, premièrement, d'un recours en annulation contre le décret 2020-964 du 17 avril 2020 qui institue un honorariat pour les anciens présidents du CSE et circulant en 2 versions distinctes, non publiées au journal officiel pour illégalité manifeste. Deuxièmement,
d'un recours en annulation contre le décret 2020-976 du 21 avril 2020 accordant le statut de président honoraire à un ancien président du Conseil économique, social et environnemental pour illégalité manifeste. Troisièmement, d'une requête en référé, mesure utile conservatoire à propos du décret 2020-964 du 17 avril 2020 qui institue un honorariat pour les anciens présidents du CSE et circulant en 2 versions distinctes non publiées au journal officiel, invitant le juge à se prononcer dans les meilleurs délais aux fins de prendre urgemment les mesures nécessaires, consistant à enjoindre au président de la République la publication sans délai au journal officiel de la République du vrai décret 2020-964 du 17 avril 2020 et d'apporter la clarification sur l'authenticité des 2 décrets numérotés 2020-964 et datés du 17 avril 2020 portant création du statut d'honorariat pour les anciens présidents du CSE circulant en 2 versions distinctes non publiées au journal officiel. D'ordonner toute mesure utile à faire disparaître les illégalités que le dit décret comporte est nécessaire à la clarification de ces décrets qui circulent dans la presse et les réseaux sociaux en application de l'article 86 de la loi organique numéro 2017-9 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême. Quatrièmement, d'une requête en référé, suspension du décret 2020-976 du 21 avril 2020 accordant le statut de président honoraire à un ancien président du Conseil économique et social environnemental, invitant le juge à se prononcer dans les meilleurs délais aux fins de suspendre ses effets. En vertu des droits et devoirs que donne la Constitution de ce pays, le CRD se réserve le droit de mobiliser toutes les ressources juridiques et politiques nécessaires pour clarifier et éclaircir cette affaire qui a les allures d'un scandale d'État. L'honneur et la réputation de la République doivent être protégés et le CRD ne manquera jamais de le rappeler et de combattre pour que le Sénégal devienne et demeure un État où le droit est respecté d'abord par ses dirigeants. Tous ceux qui au Sénégal sont engagés pour la défense de la République doivent nous soutenir dans ce combat. Il est inacceptable que nous ayons dans ce pays des décrets non publiés, des décrets clandestins. C'est inacceptable. Personne ne doit l'accepter dans ce pays. Convocation ce matin du maire de Mermoz Sacré-Cœur au commissariat du Point E. Barthélémy Diaz a été entendu suite à une plainte pour violence exercée sur des employés de la société Certem. À sa sortie du commissariat, le maire de Mermoz Sacré-Cœur annonce également une plainte contre tous les fonctionnaires de l'État impliqués dans ce dossier. On l'écoute au micro de Babacar Samb. Mais je suis venu répondre à une convocation. Ce n'est que de la diversion, c'est de la provocation. Parce qu'on parle de 4000 mètres carrés. On parle d'une assiette foncière qui vaut 4 milliards. On me convoque ici, soi-disant, pour vol de téléphone portable et pour violence exercée sur des employés de la société Certem. C'est de la diversion. Je reviens à ce que j'ai dit. Le domaine public maritime, il est inaliénable. Ça doit être clair. La commune de Mermoz Sacré-Cœur prendra des dispositions dans ce sens. Nous ne validerons pas ce projet-là, il n'en est pas question. Je rappelle que nous sommes en face d'une association de malfaiteurs. Et je rappelle aussi que les conseils juridiques de la commune de Mermoz Sacré-Cœur porteront plainte contre tous les fonctionnaires de l'État du Sénégal qui sont permis de verser dans ce dossier en faisant du faux. Je rappelle que personne dans ce pays ne peut brandir un titre foncier sur le domaine public maritime de surcroît sans aucune mise en valeur. C'est une association de malfaiteurs à la tête de laquelle se trouvent de hauts fonctionnaires de l'État du Sénégal. Et faites-moi confiance, la récréation est terminée à Mermoz Sacré-Cœur. Nous nous battrons et nous nous battrons avec toutes les populations pour la sauvegarde du littoral. Nous n'accepterons pas le pillage de notre littoral et nous nous battrons aussi pour les générations futures, Inch'Allah. Scandale foncier à Guinaw Rail. Un collectif de conseillers municipaux accuse le maire d'avoir illégalement octroyé des terres de la commune à des promoteurs. Le maire clarifie. Pape Djamedjian affirme qu'il s'agit d'un projet de la mairie. On l'écoute avec Moussa Thiam. Sûr et certain, la main dans le Coran, qu'ils n'ont même pas 10 conseils qui sont contre le projet. Ça, ils n'ont même pas 10 conseils. Ils ne peuvent pas mobiliser 10 conseils qui sont contre ce projet. Et ce qui est désolant, c'est que ceux-là qui disent que sont contre ce projet, c'est les éternels absents du conseil. C'est cela. Personne ne pourra te dire qu'il a assisté à 3 réunions de conseil municipal. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le libérer, de l'arrêter, me permet de faire de telle sorte que ces sites soient du domaine de la commune. Et en même temps, la même délibération me permet d'aller chercher des partenaires pour abriter des projets sociaux, collectifs, communautaires en vue de renforcer les capacités de la commune. C'est ça en soi.
Mise sur pied de la société ferroviaire, les chemins de fer du Sénégal ont lieu et place de DBF Dakar Bamako Ferroviaire. Les cheminots approuvent et souhaitent leur implication pour la relance des activités. Ils vont veiller au règlement du passif social. Correspondance Babacar Ndao. Les chemins de fer du Sénégal remplacent DBF, fin d'une transition de 4 années longtemps attendue par les travailleurs. Mambaya Tunkara, au nom de l'intersyndicale des travailleurs des chemins de fer du Sénégal. Depuis la rupture de la concession, DBF n'avait pas tous les moyens juridiques et financiers qui pouvaient lui permettre de réaliser sa politique. Heureusement, aujourd'hui, le processus est en plein, parce qu'aujourd'hui, avec la création des chemins de fer du Sénégal, l'entreprise aura tous ses moyens juridiques et financiers pour lui permettre de trouver maintenant une relance définitive de l'activité. Pour le président de l'intersyndicale des travailleurs, il faut vite corriger les blocages antérieurement notés. Le ministre nous avait bien rassuré que DBF allait migrer vers la nouvelle société. Nous ne pouvons qu'être confiants, espérant qu'on va éviter cette fois-ci les syndromes de Transrail, de la privatisation de Transrail. Le règlement du passif du social préoccupe également les cheminots des chemins de fer du Sénégal. Mambay Tunkara. C'est là même où nous interpellons les autorités. Cette fois-ci, vraiment, qu'on trouve une solution définitive au règlement du passif de Transrail, de DBF et même du régie des chemins de fer, parce que la société des chemins de fer va hériter les passifs et actifs des régies des chemins de fer, de la SNCS et de Transrail. Donc moi, je pense que c'est le moment, à fin de compte, pour trouver une solution définitive à tous ces problèmes. Aujourd'hui, vous avez vu vraiment la situation difficile des retraités de DBF qui réclament le reversement de leurs indemnités de départ à la retraite depuis bientôt 2 ans. Au niveau de l'IPRES, il y a des irrégularités liées au reversement des cotisations sociales. Au niveau de la caisse de sécurité sociale, idem. Donc moi je pense que c'est le moment, en fin de compte, de trouver une solution définitive, mais aussi d'inscrire un programme de reprise de l'activité en attendant de migrer vers le nouveau schéma institutionnel. En attendant le nouveau schéma institutionnel, les travailleurs de la nouvelle société ferroviaire souhaitent plus d'implication. Babacar Ndao, sur le FM. L'invité du jour. Avant Info Éco présenté par Hapsa Elimalwan, je vous propose l'invité du jour. Il s'agit d'Ali Houdjadjaou, sociologue. Il revient sur les manifestations violentes pour la levée du couvre-feu. On l'écoute avec Elhaj Malik Diaye. Nous sommes avec le sociologue Ali Houdjadjaou. Bonjour. Bonjour, Elhaj Malik. Comment peut-on expliquer ces manifestations contre le couvre-feu hier dans certaines localités du pays? Oui, sur le plan strictement humain, c'est des réactions que nous comprenons et qui sont très normales, j'allais dire. Alors, sur le plan humain, évidemment, le couvre-feu commence à peser sur le mental des populations. Le couvre-feu commence à peser sur les activités socio-économiques, qui sont des activités extrêmement importantes dans la vie d'une nation. Sur le plan strictement humain, les jeunes ont envie d'aller travailler, parce que le travail est source de bonheur et de positivité. Mais sur le plan strictement humain aussi, il ne faut pas arrêter l'activité économique. Alors, le couvre-feu qui dure à peu près 2 à 3 mois commence à peser sur la conscience des citoyens, sur la conscience des travailleurs, sur la conscience du peuple sénégalais. Ce qui fait que cette rébellion-là qu'on a notée de part et d'autre sur l'étendue du territoire national est une réaction normale que tout le monde devrait comprendre, n'est-ce pas? Les gens sont fatigués, les gens sont excédés, les gens sont ressentent comme une épée de Damoclès qui pèse sur leurs épaules. Ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. L'activité économique semble être au ralenti et les ressources ne sont pas là. Donc il est normal, n'est-ce pas, que des gens réagissent. Maintenant, il faut comprendre, n'est-ce pas, le sens de cette réaction et il faut comprendre le message que ces jeunes-là ont envie de lancer au président de la République. Est-ce que la manifestation est la seule solution pour dire non? La manifestation n'est pas la seule solution pour dire non. Mais vous savez, comme vous et moi, que la jeunesse est souvent synonyme de spontanéité. La jeunesse est synonyme de rébellion. La jeunesse est synonyme de ce que nous comprenons tous. Nous avons tous été jeunes avant d'être adultes, n'est-ce pas? Ce qui fait que pour un jeune, la première réaction, qui paraît normale à ses yeux, c'est de se rebeller contre un ordre qui est établi et qui n'entre pas dans ces schémas. Maintenant, il faut simplement savoir raison garder, savoir parler à ces jeunes, n'est-ce pas, en utilisant les relais communautaires, n'est-ce pas. De plus en plus, il faut que l'État consent à transférer la gestion de cette épidémie à la communauté. Et c'est ce que l'État est en train de faire progressivement. Cette gestion des épidémies-là peut être transférée à la communauté par le biais des relais communautaires qui vont parler à cette jeunesse-là, qui vont parler à ces jeunes. Si vous prenez le cas de Touba, le cas de Tivaouane, le cas dans les autres localités, il y a des personnes habilitées, des personnes que cette jeunesse-là respecte et qui peuvent valablement porter le bon message,
peuvent porter la bande morale à ces jeunes-là pour leur dire que ce couvre-feu-là est une nécessité absolue si on veut demain que tout le monde reprenne ses activités. Leur faire comprendre que ce couvre-feu-là n'est pas un barrage à leurs activités, mais c'est plutôt une manière d'organiser la manière de vivre avec ce virus, comme l'a dit le président de la République. Et je pense que partant de cet aspect, de cette méthodologie d'intervention-là, les jeunes peuvent être plus enclins à capter ce message-là et à le respecter. Mais il faut aussi, d'un autre côté, que l'État sache que ces jeunes-là ont envie de travailler et que par conséquent, il faut trouver des plages de convergence pour permettre à tous de pouvoir gérer efficacement cette pandémie. Donc, c'est un problème de méthodologie et d'approche. Il y a un problème de méthodologie et un problème d'approche. Parce que quand vous dites à des gens que le couvre-feu s'arrête à 20h et qu'ils avaient l'habitude, eux, de travailler, presque l'essentiel de leurs activités se faisait dans la nuit. Si vous dites à des gens que le couvre-feu est ramené à 21h, alors que les gens descendent à 18h, 19h et s'empressent tous les jours de rentrer chez eux avant d'être la proie des policiers fougueux, parfois brutal, n'est-ce pas? Je pense que c'est un problème de psychose qui se pose. En général et en réalité, cette jeunesse-là a la psychose, n'est-ce pas, de cette répression-là des forces de l'ordre, s'ils vous trouvent dehors, n'est-ce pas, s'ils vous trouvent dehors par rapport à l'heure du couvre-feu. C'est cette hantise-là de la brutalité policière, cette hantise de freiner les activités économiques qui sont des activités rentables et positives pour nous tous, qui pousse les jeunes parfois à la révolte. Maintenant, une question d'approche méthodologique serait de parler directement aux jeunes sur la base d'un message qu'ils comprennent et sur la base de relais communautaires qu'ils respectent. C'est-à-dire que quand il y a un message, le récepteur doit être en mesure de respecter l'émetteur, mais en plus de comprendre le sens de ce message-là pour pouvoir véritablement le décoder et entrer dans le cadre de l'acceptabilité, n'est-ce pas, de ce message. Et c'est ce qui fait défaut de plus en plus. Lorsqu'on a dit qu'il faut apprendre à vivre avec la maladie, on ne disait pas qu'il faut banaliser la maladie. On ne disait pas qu'il ne faudrait pas respecter les gestes barrières. On voulait simplement dire qu'apprendre à vivre avec la maladie, c'est travailler correctement à vivre avec ces maladies en respectant les gestes barrières, en respectant la méthodologie du travail. S'il le faut de s'aménager des plages de travail et des plages horaires, en réalité, trouver des mécanismes de contournement pour que chacun puisse se retrouver. C'est ça que ça veut dire. Mais apparemment, ce qui se passe, c'est que l'État est très dur avec la jeunesse parce que cette jeunesse-là ne comprend pas le sens du couvre-feu. Cette jeunesse-là ne comprend pas l'arrêt des activités économiques et cette jeunesse-là ne comprend pas que pour vivre avec cette maladie aussi, il faut s'armer positivement. Donc, il y a un problème de méthodologie d'approche, mais aussi il y a une problématique par rapport au message que ces jeunes-là n'arrivent pas à décoder. Dans l'un comme dans l'autre, il faut souligner que les uns et les autres comprennent le sens des mesures qui sont prises par l'État. Quelle doit être l'attitude des jeunes? Mais l'attitude des jeunes, nous le disons toujours, il faut respecter l'autorité de l'État. Ça, c'est la première position qu'il faut comprendre et accepter. Ensuite, il faut trouver des plages de convergence avec l'autorité centrale ou l'autorité locale, en l'occurrence les autorités administratives, préfets, gouverneurs, sous-préfets, pour trouver avec eux des solutions locales aux problèmes locaux. Il faut appliquer le principe de subsidiarité qui veut dire que les problèmes locaux doivent être réglés au niveau local. Alors, respecter l'autorité de l'État et ne pas se mettre dans la position de défiance. 2, trouver avec les autorités centrales ou locales des plages de convergence pour que chacun puisse se retrouver dans la gestion de cette pandémie. Et ensuite, permettre à l'État de comprendre la perception que les jeunes ont de ce couvre-feu-là pour réajuster, n'est-ce pas, les mesures qu'il aura à prendre en termes d'assouplissement pour que chacun puisse s'y retrouver. C'est ce comportement-là qu'il faut avoir, mais simplement se comporter en tant que citoyen, c'est-à-dire connaître ses devoirs et connaître ses droits. Et je pense que pour tout problème qui est lié à cette pandémie-là, il y a des mécanismes de gestion des plaintes ou des mécanismes de gestion des revendications liées à cette pandémie. À l'écoute de Diaw, je vous remercie. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes sociologue.
Info Éco présenté par Hapsa Elimalouane. Bonjour. Les institutions financières passent outre les instructions du chef de l'État et de la Banque centrale relatives au report des échéances de crédit. En lieu et place, elles proposent un différé ou des découverts aux usagers. Situation que dénonce le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières, Famara, Ibrahima Sissé. Depuis lors, rien de tout cela n'a été fait. Aucun report des échéances de crédit n'a été observé par les banques. Donc, ce qui veut dire que les instructions du président de la République, de la Banque centrale, n'ont pas été suivies parce que les usagers n'ont pas bénéficié de report d'échéance de crédit. Et il faudra comprendre par là que nous sommes dans un pays où les banques sont réfractaires à l'apaisement du climat très tendu entre les usagers de banque et les banques. En lieu et place du report, nous avons constaté que certaines banques même se payaient le privilège de proposer des différés. Une manière encore de rendre l'usager plus pauvre parce que le différé est accompagné de pénalités, donc une manière de se faire de l'argent sur le dos des usagers. Nous avons aussi vu des banques proposer des découverts aux usagers, sachant que les usagers étaient impactés et forcément ils auraient besoin de l'argent pour tenir pendant cette pandémie du coronavirus. Ce qui porte un coup dur à la politique de la bancarisation qui tarde jusqu'à présent et a décollé parce que tout simplement ne dépassant pas le taux de 20%. Donc c'est un appel que nous lançons à la Banque centrale et aux autorités étatiques ainsi que à l'association des professionnels de banque pour que des mesures soient prises pour aller dans le sens d'apaiser le climat très tendu entre les banques et les usagers au bénéfice du développement du Sénégal. La Bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé sa séance du 2 juin sur une hausse de 1,94% de l'indice BRVM10. L'indice BRVMC a également fait un bond de 1,24%. La valeur des transactions est de 1 693 295 francs CFA. La capitalisation des actions s'élève à 4 107 355 388 521 francs CFA, alors que celle des obligations est de 5 033 835 398 133 francs CFA. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. Ndeye Khady Diop. Liberté provisoire pour Seydina Fall Bougazeli, l'ancien député avait été arrêté pour une affaire de faux billets de banque. Mort subite d'un enseignant dans la commune de Mbam à Fatick. Des prélèvements effectués sur le corps et envoyés à l'Institut Pasteur de Touba où plus de 100 individus ont été interpellés, au moins 5 à Tambacounda. Ils manifestaient tous pour la levée du couvre-feu. Des dégâts matériels enregistrés et les autorités appellent à la retenue. Des protestations qui s'expliquent par l'impact économique et social des restrictions, selon le sociologue Ali Khoudia-Diaw, qui était notre invité. La saisine de la Cour suprême par des leaders de l'opposition et de mouvements citoyens. Ils ont déposé donc de recours pour annuler les décrets présidentiels qui instituent un honorariat pour les anciens présidents du Conseil économique, social et environnemental. Sur l'agression d'Emmanuel Le Maire, Barthélémy Diaz, convoqué au commissariat du Point E, annonce une plainte contre tous les fonctionnaires impliqués dans ce dossier. Info Éco avec Hapsa Elimalouane a mis fin à cette édition mise en onde par Hassan Dioun à la présentation d'Aïkhadi Diop. Merci d'avoir suivi.